Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Et des goûts de luxe au parfum grassois cette semaine. Et oui, nous avons fait venir à nous la ville de Grasse et les acteurs de la parfumerie grassoise, puisque, comme le dit notre chroniqueur bien-être, eh bien, c'est un retour en Grasse. Pour en parler, nous sommes avec Jérôme Viau, maire de Grasse. Bonjour monsieur. Bonjour. Julien Maubert, directeur de la division matières premières chez Robertet. Bonjour. Vous servez un petit peu dans les fameuses matières premières que l'on trouve et dans les belles plantes et fleurs odorantes que l'on trouve à Grasse. Et puis donc, notre chroniqueur parfum Lionel Payès. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe à Grasse alors ? Alors, il se passe plein de choses. Alors, c'était une ville, monsieur le maire va m'en vouloir de dire que c'était une ville, en tout cas dans l'univers de la parfumerie, dans le domaine de la parfumerie, qui s'était un petit peu endormie pendant plusieurs décennies. Et qui est en train de redevenir vraiment, là, on peut le dire, la capitale mondiale. Alors, Grasse était d'abord une ville de tanneurs. On se dit quel rapport entre le cuir et le parfum. Alors d'abord, il y a la note cuir qui est une note un peu mythique dans la parfumerie, pour cette raison-là d'ailleurs. Mais le cuir est très malodorant quand on le tanne. Donc il a fallu parfumer le cuir. Il suffit d'aller dans les souks du côté du Maghreb ou du Machrek, c'est terrible. Ah oui, oui. Donc on a commencé à parfumer le cuir, notamment les gants. Notamment Catherine de Médicis qui a popularisé les gants parfumés à la cour de France. Et en fait, les taxes sur le cuir augmentant exponentiellement, les tanneurs ont cessé leur activité et sont devenus, ces tanneurs qui étaient parfumeurs et gantiers, sont restés parfumeurs tout court. Donc ça date du XVIIe, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, l'industrie de Grasse s'est développée et c'est devenu une industrie majeure. Aujourd'hui, je crois que c'est 10 000 personnes à peu près. Ah ouais. Qui vivent de la parfumerie de façon directe ou indirecte. C'est à partir de là qu'on a planté, du coup, parce que s'il y a aussi l'industrie de la parfumerie, c'est parce absolument, on a planté des fleurs à parfum qu'on connaît. Donc il y a la rose de mai. Alors, il y a un terroir grassois, on va en parler. Il y a un terroir particulier à Grasse. Donc il y a la rose de mai, le jasmin pays ou jasmin de Grasse, mais aussi la tubéreuse, mais aussi le mimosa, mais aussi donc beaucoup des fleurs qu'on connaît et qu'on voit sur les flacons de parfum sont des fleurs grassoises. Et puis des grandes maisons. On va certainement les évoquer, qui sont nées, qui sont développées à Grasse. Alors j'ai jamais bien compris pourquoi Gallimard, Fragonard et Molinard sont les grandes maisons de parfums, tous finis en art, à RD, à Grasse. Mais c'est vrai que c'est les trois grandes maisons qui historiquement ont été un petit peu les mamelles grassoises, alors avec plus ou moins d'histoire et plus ou moins de bonheur par la suite. Pour le meilleur et pour le pire, j'allais dire que pendant un moment c'était devenu un peu une vitrine touristique de la parfumerie, ces maisons-là sans agressivité aucune. Après, ils se sont un peu endormis sur leur passé. Allez, Jérôme Viau, monsieur le maire, défendez-vous. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce que j'ai l'impression que depuis que vous êtes arrivé à la mairie de Grasse, vous avez justement entendu un peu ce que disait Lionel, et vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'elle redevienne cette magnifique capitale mondiale de la parfumerie. Écoutez, oui, c'est une immense chance que d'être le maire de Grasse. C'est un bonheur de tous les jours. Et vous savez, d'être à la tête de cette ville qui est le berceau de la parfumerie contemporaine, qui aujourd'hui rassemble toutes les grandes maisons, qui additionne toutes les grandes forces et qui a ce savoir-faire en soi. Tout le monde nous envie, et qu'on soit de l'autre côté de la planète, à New York, à Tokyo, à Zurich, dans toutes les grandes villes, eh bien on parle de Grasse avec cette spécificité-là. Et pour moi, c'est la ligne de force, l'axe de force que je veux pour les prochaines années. On va mettre en œuvre pour rassembler, pour pouvoir permettre à toutes ces grandes maisons de s'exprimer pleinement et que la ville de Grasse puisse compter sur cette force et cet avantage concurrentiel. Aujourd'hui, il manque un petit peu de surface peut-être? Tout ça c'est un peu réduit au fil des années? Écoutez, oui, il y a eu effectivement des cycles et aujourd'hui on est dans un cycle très positif où on voit que toutes les grandes maisons, toutes les niches on va y revenir tout à l'heure s'intéressent à notre ville et à ses savoir-faire, à cette transformation du produit, de la matière première, à l'extraction. Et c'est pour nous, en tout cas en tant que maire de Grasse, c'est quelque chose que je dois porter très haut et fort sur tous les plateaux de télévision et comme je le fais aujourd'hui avec vous, et merci de votre invitation. Mais ceci dit, Julien Maubert, vous êtes directeur de la division matières premières chez Robertet. Donc les matières premières, vous y connaissez, puisque c'est vous qui vous occupez des approvisionnements pour Robertet, donc arômes et parfums. Exactement. Grasse, bien sûr, il y a le nom Grasse, mais est-ce que ça représente énormément aujourd'hui de votre approvisionnement? En termes d'approvisionnement,
Plus tant que ça. Ça veut dire que c'est vrai qu'à part les matières premières qu'on vient de citer, la rose, le jasmin, le mimosa, la tubéreuse, la parfumerie s'est extrêmement développée. Maintenant, on a des sourcings qui proviennent du monde entier. Mais le made in Grasse est toujours aussi important. Petite anecdote, on a des clients japonais, des clients chinois qui demandent à travailler avec notre centre grassois plutôt que notre filière locale pour justement avoir ce made in Grasse. Alors c'est quoi ce made in Grasse? Parce que vous dites c'est plusieurs étapes le parfum. Ça commence depuis la matière première jusqu'au marketing. Exactement. Donc il y a cet instant où effectivement cette matière première on la transforme une première fois. Et c'est là que j'interviens, j'imagine, ce fameux made in Grasse. Mais il consiste en quoi et en quoi il se différencie des made in du monde entier? J'ai envie de dire qu'il est double. Il est à la fois dans la première partie, qui est la partie de transformation, où on a une réelle expertise et on a la chance de trouver dans le bassin grassois des personnes qualifiées pour et des experts pour cette partie transformation. Et après, il y a toute la partie création, justement. Utiliser ces matières premières de la bonne façon pour pouvoir créer des parfums et des arômes de qualité. Et donc c'est vrai que le bassin grassois est riche en personnes et en experts pouvant utiliser, transformer ces matières premières et leur donner un petit quelque chose de différent, de plus que peut-être nos voisins n'arrivent pas. Lionel, vous confirmez? Oui, alors, et surtout ce qui est important dans le Made in Grasse dont vous parlez, c'est le terroir grassois. En fait, une fleur, une rose ou un jasmin qui pousse à Grasse ne donnera pas olfactivement, donc dans un flacon de parfum, ne donnera pas la même odeur qu'une rose ou un jasmin planté en Bulgarie ou en Inde. À la manière de toute façon ce qu'est un cépage dans le vin, un chardonnay, selon qu'il soit bourguignon ou californien, c'est pas du tout le même chardonnay. C'est très vrai, je rebondirais même, il est triple. Jérôme Viau. À Grasse, on a la culture de la plante à parfum, qui est le premier socle, je dirais, la production, et vous l'évoquez très bien en disant, quand on est à Grasse, en terre de Grasse, et dans ce territoire, on a des roses, des fleurs qui donnent plus qu'ailleurs, qui donnent eh bien, cette particularité-là, et c'est vraiment le premier grand socle. La deuxième chose, c'est le savoir-faire, et on a de grandes entreprises dont vous faites partie, qui ont ce savoir-faire-là ancestral, historique, que beaucoup nous envient et qui est précieusement gardé et conservé. Et puis, eh bien, la création du parfum, qui est le troisième grand volet. Et ces trois choses-là sont réunies à Grasse et on veut axer du début, comme vous l'évoquiez, jusqu'à la fin, de la culture de la plante à parfum, puisque c'est une de nos forces d'avoir cette terre qui est là, cette géographie qui est là et ces éléments naturels qui nous donnent ces particularités. Alors, le terroir, il est d'abord effectivement celui de la terre, mais c'est aussi un terroir humain. Avant de parler de la création du parfum, de cette fameuse transformation, ce génie, on va dire, éventuellement, hein, c'est sous votre gouverne, hein, je ne suis pas un spécialiste, grassois, comment il se perpétue? C'est parce que les hommes, un peu à la manière du vin, vous savez, dans le monde du champagne, par exemple, il y a des bréviaires, il y a des savoir-faire qui se passent de bouche à oreille, d'un maître de chai à un maître de chai, des savoir-faire. Est-ce que c'est un peu pareil à Grasse? De génération en génération, on se passe des recettes, des livres, des équations, c'est la même chose ou pas? C'est tout à fait ça. Si vous regardez à la fois du côté producteur et du côté transformateur, vous vous rendrez compte que, voilà, que c'est des générations et des générations qui travaillent ensemble. Ça veut dire qu'au sein de Robertet... les Chinois, ils sont mal. Voilà, donc au sein de Robertet, vous avez... les générations se succèdent. Même aujourd'hui où on est dans une tendance de... Exactement. Mais c'est vrai, et donc ça, c'est vraiment déjà un facteur majeur, à mon avis, pour transmettre et pour pérenniser ce savoir-faire. Et justement, pour continuer sur la comparaison avec le vin, avec le champagne que faisait Emmanuel, comment ça se passe ces champs? Est-ce qu'ils appartiennent aux maisons? Est-ce qu'il y a des producteurs sur place? Comment c'est partagé? Parce qu'on imagine cette matière première tellement rare, tellement de qualité. Comment ça se passe les relations? Il y a les deux. En fait, comme on le disait, il y a quelques années, il y a peut-être eu une période un peu de souffrance, je vais dire, et on a eu la chance d'avoir des grandes maisons de parfums qui ont su investir, des producteurs aussi comme nous qui ont su contracter et s'engager auprès de cultivateurs pour garantir et pour pérenniser de la rose, du jasmin, de la tubéreuse, et pour éviter qu'elles soient amenées à disparaître. C'est ça, que tout ça ne se perde. On sent que vous avez pris conscience ensemble, exactement. Effectivement, avec quelques grandes maisons de luxe comme Chanel, on y reviendra tout à l'heure. Vous vouliez intervenir, on a effectivement, et sur cette question de la terre agricole,
un enjeu majeur pour aujourd'hui, mais surtout pour demain et dans les générations qui viennent. Et on est passé d'une période des années 30, des années 60, avec des volumes de production qui étaient bien différents. Dans les années 60, on avait 850 hectares qui étaient cultivés. Aujourd'hui, on a 30 hectares de roses, on a 7 hectares de jasmin. Et donc on a vu, et la parfumerie a évolué, a muté, et aujourd'hui on assiste à un retour aux attentes des grandes maisons, aux attentes des industries, aux attentes des clients qui veulent que cette terre soit cultivée et puisse donner le meilleur d'elle-même pour la parfumerie. Et ça, ce sera le rôle. Et ça, ce sera le rôle de la collectivité, qui est la mairie ou la communauté d'agglomération, que d'aider, d'accompagner cette réflexion pour qu'on puisse retrouver des espaces. Alors c'est pas facile. Bon, on n'en retrouvera pas 150. Parce que quand on est sur la Côte d'Azur, la ville de Grasse c'est aussi un peu élargi, en manière urbanistique. Absolument. Et puis on est sur on est dans un département, dans un lieu où la pression foncière, immobilière, où le mètre carré coûte cher. Sous-préfecture des Alpes-Maritimes. Absolument. Tout est dit. Et tout est dit. Et donc c'est la traduction d'une volonté politique qui est de dire, dans le futur plan local d'urbanisme, le PLU, de dire ces espaces-là seront dédiés à la terre agricole, à la culture de la plante à parfum, au maraîchage. Et c'est une volonté qu'on doit porter, et ça ne fait pas forcément que des heureux. Derrière l'écran, il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui nous regardent, qui vont dire « Ah ben moi ça m'arrange pas, parce que ces terres elles doivent être constructibles, mais c'est le chemin qu'on souhaite porter. » C'est 30%, c'est quoi votre objectif? L'objectif, on est en train de le déterminer pour l'année 2017, puisqu'on va réformer notre PLU en 2017, mais l'ambition est claire, c'est qu'on ait ces dialogues-là avec toutes les grandes maisons, avec les personnes qui sont en attente, et puis qu'on puisse inciter, comme on le fait avec l'association des fleurs d'exception, qui vient planter de la rose centifolia, qui vient planter du jasmin, et retrouver cette production locale qui est attendue, où il y a des débouchés. Et quand des personnes arrivent à vendre la totalité de leur production, ça doit nous inciter à créer des nouvelles activités agricoles. Mais ceci dit, Julien Maubert, une fois que c'est planté, au bout de combien de temps vous pouvez l'utiliser, vous ? Sur la rose Damascena, la rose centifolia, pardon, on est sur à peu près 2 ans. Sur 2 ans, on peut avoir les premières fleurs et commencer à récolter. Sur le jasmin, c'est un peu plus long, je dirais 3-4 ans. Ah ouais, donc c'est pas encore tout de suite. Hein. Et après, il y a comme il y a un dépérissement, il y a comme des plantes qu'il faut renouveler. Donc, c'est un travail de longue haleine, là, hein, c'est un investissement sur le long terme. Rapidement, pour mettre un petit peu, faire un peu rouler les airs d'un terroir, qu'est-ce qui fait que cette terre de Grasse puisse donner, alors est-ce que c'est le climat, la météo, l'ensoleillement, un peu à la manière encore une fois de ce qui se passe dans le monde de la vigne, où on sait qu'un coteau bourguignon, bordelais ou champenois va donner à un cépage son identité propre. Est-ce qu'à Grasse, il y a une terre et un ensoleillement, une météo propre qui fait que c'est une manière de micro-terroir unique au monde? Bien sûr. Absolument. Le village grassois est coincé au pied d'une petite montagne, et c'est vrai que régulièrement il peut faire par exemple très beau sur la côte, par exemple à Cannes, et vous avez à Grasse, il y a toujours un petit nuage, il y a un climat qui est vraiment spécifique. Un microclimat. Et qui est propice à ça, et qui fait d'ailleurs la richesse, l'histoire et la particularité grassoise. Est-ce qu'on pourrait imaginer un peu à la manière de ce qui... Là, on parle beaucoup de savoir-faire. Est-ce qu'on pourrait imaginer, pour orchestrer le faire savoir, ce qu'ont réussi à faire les Champenois et les Bourguignons, c'est arriver à faire classer au patrimoine immatériel de l'UNESCO leur panorama, leur paysage et leur terre. Et Dieu sait si aujourd'hui... c'est en chemin. C'est en chemin, et c'est la prochaine étape. C'est une démarche qui a été initiée par mon prédécesseur Jean-Pierre Leleu, et aujourd'hui c'est quelque chose que j'accompagne, je porte. Je souhaite obtenir cette labellisation, cette classification à ce patrimoine immatériel, d'abord pour respecter ce qu'ont fait nos aînés, nos anciens. Toutes ces techniques d'extraction, de production, c'est quelque chose qui fait véritablement, et qui, me semble-t-il, est très légitime à être sanctuarisé et protégé de cette manière. Et puis, ça donnera une formidable reconnaissance à Grasse, et puis à tous les acteurs économiques de la ville, et permettra d'être davantage mis en lumière. Et c'est aussi l'objectif que je porte dans ce classement. Très bien, vous reviendrez nous en parler dès que ce sera fait. Alors parce que c'est vrai que Lionel, tout ça s'accompagne aussi de changements. On parlait tout à l'heure de Chanel qui était un petit peu précurseur, mais aussi parce que les autres grandes maisons, Dior et Vuitton, qui se met au parfum, arrivent aussi, s'installent et ont des demandes aussi en la matière.
matière. En tout cas, merci infiniment à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Jérôme Viau, maire de Grasse, et Julien Maubert, directeur de la division matières premières chez Robert. Merci beaucoup à vous. Merci. On part à Grasse. Laissez-nous un petit peu de soleil, s'il vous plaît. Allez, on se retrouve tout de suite sur BFM Business.